Bonjour à tous les voyageurs, vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode sur les meilleurs chevaliers et c'est donc avec plaisir que je vous retrouve pour ce deuxième épisode de la série Top Histo et cette fois-ci consacré aux meilleures ruses militaires de l'histoire selon moi. Tout le monde sait qu'en période de guerre, tout est bon pour déstabiliser l'ennemi et prendre l'avantage sur lui, mais à différentes périodes de l'histoire, certains chefs de guerre ont fait preuve d'une intelligence et d'une ruse remarquables. Sans plus tarder, commençons ce malicieux classement. Pour débuter ce classement, je vous propose de partir en 1917 pendant la Première Guerre mondiale et plus particulièrement sur les océans. Norman Wilkinson, ça vous dit quelque chose ? Cet artiste peintre s'est distingué pendant le premier conflit mondial lorsqu'il a servi dans le corps des volontaires de réserve de la marine britannique. À cette période, la marine allemande et plus particulièrement leurs sous-marins coulent un grand nombre de navires britanniques, environ 8 par jour. Face à cette hécatombe dont il est témoin, il tente de trouver une solution pour contrer la puissance navale allemande. Il est vrai qu'un navire est difficile à dissimuler sur l'eau. On tente bien de le peindre dans une couleur qui permet de moins le distinguer, mais la fumée qui s'échappe de ses cheminées le rend visible de très loin. Il décide alors de prendre le problème à l'inverse. Plutôt que de tenter de dissimuler cette masse d'acier, il faudrait simplement augmenter sa difficulté à être pris pour cible en déstabilisant les soldats allemands. Selon ses propres mots, il décida qu'un navire devait être peint, non pour être faiblement visible, mais de telle façon que ses formes en soient brisées, de sorte que l'officier sous-marinier soit trompé quant à la direction suivie. Éclair de génie validé par l'amirauté britannique après quelques essais préliminaires. On va lui confier par la suite la direction d'une unité de camouflage qui sera basée dans des ateliers en sous-sol de l'Académie royale des arts. Entouré de 2 douzaines d'artistes et étudiants en art, dont des camoufleurs, des maquettistes, des peintres, etc., il va concevoir des motifs de camouflage qui, une fois dans le viseur de l'officier allemand, permettra de le déstabiliser, de fausser les calculs de distance et de vitesse, voire même de créer une fausse perception de sa forme. Si le navire fait des zigzags sur l'eau, alors l'effet est décuplé. En gros, fallait pas sortir de table avant de viser le bateau, sinon fallait prévoir la bassine à côté. Le dazzle painting est né, ce qui veut dire peinture éblouissante. Et bientôt, il va s'exporter aux États-Unis car Wilkinson partira pour Washington au début de l'année 1918 pour enseigner sa technique de camouflage à la marine américaine. Sur cette illustration de l'Encyclopædia Britannica, on peut voir les couleurs utilisées et surtout la différence entre un bateau qui porte ce camouflage et celui qui n'en porte pas. Comme on peut le constater sur ces quelques photos, c'était vraiment ouvert à l'imagination pour le design et je n'imagine pas la tête du quai de la base navale quand les bateaux étaient tous alignés. Au total, ce n'est pas moins de 4000 navires militaires et civils qui ont reçu ces jolis petits camouflages sur leur coque. Ce type de camouflage sera encore utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de façon plus sporadique puisque les avancées technologiques, et notamment la détection radar ainsi que l'essor de l'aviation, l'ont rendu obsolète. Pour le numéro 4, on va faire un grand écart autant géographique que temporel puisque nous partons pour la Chine en 756 pendant l'ère de la dynastie Tang et plus précisément pendant la bataille de Yangzhou. Je tiens à m'excuser dès à présent pour ma très mauvaise prononciation des mots chinois qui vont suivre. C'est durant cet épisode de l'histoire de la Chine que le général Zhang Chun va s'illustrer et rester dans les mémoires. Pour poser un peu le contexte, à ce moment-là, c'est l'empereur Xuanzong qui règne durant l'ère Kaiyuan qui sera considéré comme l'apogée de la dynastie Tang. Cet âge d'or prendra fin à cause de la révolte d'un général, Han Lushan, qui décide de se rebeller contre le pouvoir.
À l'aide de son armée, vers la fin de l'année 755, il longe le Grand Canal qui part de l'actuel Pékin pour aller vers Hangzhou, qui, soit dit en passant, est la plus grande rivière artificielle du monde, pour prendre la ville de Luoyang, qui était la capitale secondaire de l'Empire. Apprenant la nouvelle de la défaite de son armée, la famille impériale s'enfuit vers le Sichuan qui était alors mieux fortifié. Le général Han Lushan en profite pour se proclamer empereur et fonde la dynastie Yan. Il finira d'ailleurs assassiné par son fils en janvier 757 et sa dynastie s'éteindra en 763. Mais revenons à la fameuse bataille de Yangshu. Après avoir conquis la seconde capitale de l'Empire, les yeux du général Han Lushan se tournent vers le Xian de Suyang, une région stratégique du point de vue militaire mais aussi riche en ressources. Le gouverneur de l'époque, Yang Wanshi, livre la région rapidement aux troupes rebelles, et le gouverneur de la ville de Yangshu, Lingu Chao, approuve largement cette décision. C'est alors que le fameux général Zhang Chun entre en jeu. Il s'empare de la citadelle et décide avec l'aide de 3000 hommes de résister aux rebelles. Furieux, Lingu Chao réunit 40 000 soldats rebelles et entame le siège de la cité. Les hommes de Shun résistent et pour flouer l'ennemi, ils se mettent à jouer du tambour de guerre toutes les nuits. Les rebelles se préparent à une sortie pour livrer bataille, mais il n'en est rien. Au fur et à mesure que les nuits s'enchaînent, ils ne prêtent plus attention à cette musique et les loyalistes en profitent pour sortir et mener des embuscades, ce qui va entamer le moral des rebelles et coûter la vie à plus de 5000 hommes. L'armée du général Shun arrive à court de munitions, mais ils peuvent compter sur l'ingéniosité du général. Il ordonne à ses hommes de construire 1000 épouvantails qu'ils placent la nuit en haut des murailles de la citadelle. Les rebelles, croyant à une attaque, se mettent à leur tirer dessus. Et c'est ainsi que les loyalistes récupèrent des milliers de flèches au détriment de leurs ennemis. Lingu Chao se rend compte de la supercherie et ordonne qu'on ne tire plus sur les silhouettes en haut de la muraille. L'opération se répète plusieurs nuits d'affilée sans récolter de flèches, puis les hommes de Shun se placent au poste de tir et, croyant encore que c'était des épouvantails, les rebelles ne prendront aucune précaution et se feront décimer par les archers qui leur rendront leurs flèches. Vous en voulez encore ? Eh bien, peu de temps après, le général Shun, se sachant à court de bois, négocie une retraite avec Lingu Chao qui, démoralisé, accepte d'écarter son armée de 30 km pour leur permettre de s'enfuir en échange de la cité de Yangshu. L'armée rebelle se replie mais laisse derrière elle ses huttes en bois construites pour le siège. L'armée royaliste en profite pour récupérer le bois et retourne bien au chaud dans la citadelle. Du coup, Lingu Chao commence à en avoir marre de se faire avoir par le général Shun et décide de se retirer définitivement pour rejoindre Kaifeng. Pour le troisième du classement, l'histoire va rappeler de bons souvenirs aux amateurs de la série Viking. Hasting, un aventurier viking de la deuxième moitié du IXe siècle, va utiliser une ruse inspirée du cheval de Troie lors de la bataille de Luna. Ses origines sont floues, plusieurs historiens de l'époque avancent des hypothèses différentes, mais ici on va retenir celle de Guillaume de Jumièges, chroniqueur normand, et Dudon de Saint-Quentin, chroniqueur picard, qui affirme qu'il était le pédagogue de Björn Côte de Fer, l'un des fils du chef viking légendaire Ragnar Lothbrok. En 858, Hasting et Björn partent en campagne vers le sud de l'Europe dans la péninsule ibérique jusqu'au détroit de Gibraltar. Puis ils remontent le Rhône et au passage attaquent Arles, Nîmes et Valence pour redescendre hiverner en Camargue. Au début de l'année 859, ils se dirigent vers l'Italie et arrivent devant la cité de Luna en Ligurie, qu'ils pensent d'abord être la ville de Rome. La ville résiste et voyant l'hiver arriver, Hasting se met à réfléchir à une ruse pour écourter le siège. Se faisant passer pour mort, son armée demande alors aux assiégés s'il peut être inhumé dans l'église de Luna. La demande est acceptée à condition que les guerriers qui accompagnent le cercueil soient désarmés. N'y voyant que du feu, une messe est entamée, mais rapidement interrompue lorsque le cercueil s'ouvre et que les habitants voient surgir Hasting, qui distribue des armes dissimulées dans la boîte en bois à ses hommes. La quasi-totalité de la population fut massacrée, y compris l'évêque Tchekar de Luni. La ville est tombée aux mains des Vikings.
Certains étaient déçus de ne pas le voir dans le premier épisode de Topisto sur les meilleurs chevaliers. Alors j'annonce que le deuxième de ce classement n'est autre que le grand Bertrand du Guesclin. Ce fin stratège que l'on surnomme d'ailleurs le connétable aux 1000 ruses et qui avait pour devise « Le courage donne ce que la beauté refuse », va être un personnage majeur de la guerre de 100 ans et de la guerre de succession de Bretagne. Un de ces célèbres faits d'armes va se dérouler en 1354 lors de la reprise du château de Grand Fougeray aux Anglais qui est situé en Ille-et-Vilaine. Les occupants attendent impatiemment une livraison de bois qui finit par arriver aux portes du château. Une fois passé le pont-levis, le convoi composé d'une trentaine d'hommes et de plusieurs charrettes s'avère ne pas être des bûcherons, mais des soldats français menés par Bertrand du Guesclin. Ils s'emparent des armes cachées dans les fagots de bois pour s'attaquer aux soldats anglais qui, pris par surprise, n'opposeront pas une grande résistance. Le château sera alors restitué à la famille de Rieux, propriétaire de la bâtisse jusqu'en 1425. Malheureusement, sur les 13 tours qui le composaient, il ne reste que le donjon qui est aussi appelé Tour du Guesclin en l'honneur de son libérateur. Et fun fact, quelques années plus tard, il se déguisera, ainsi que ses soldats, avec l'uniforme anglais pour tromper l'ennemi et libérer ainsi la ville de Niort. Et pour le numéro 1, préparez les Oscars, les Molières et les 7 d'or réunis, car nous terminons ce classement avec une ruse digne des meilleures écoles de théâtre, orchestrée par l'empereur Napoléon Ier lors de la bataille d'Austerlitz. La confrontation se prépare entre les troupes de la Grande Armée commandée par Napoléon Ier et l'armée réunie de l'empereur d'Autriche et du Saint-Empire romain germanique François Ier et du tsar de Russie Alexandre Ier. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est surnommée la bataille des 3 empereurs et que des premiers du nom. L'armée de Napoléon est en infériorité numérique, environ 68 000 hommes face à environ 90 000 hommes. Peu de temps avant, au mois d'octobre, la marine anglaise a détruit la flotte française à la bataille de Trafalgar. L'empereur des Français sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur et va user de son génie militaire pour prendre le dessus face à l'ennemi. Plusieurs jours avant la grande bataille, il ordonne à ses troupes de fuir systématiquement le combat, notamment lors d'escarmouches. Il laisse aussi fuiter de fausses informations, ce qui permet à l'armée austro-russe de sous-estimer le nombre de soldats français. La veille, il décide de recevoir le prince Dolgorukov, alors émissaire de l'état-major ennemi. Il va mettre en œuvre tout son talent d'acting. Il le reçoit mal rasé, mal habillé, l'air hagard et tenant des propos incohérents. L'ennemi en est certain, l'armée française est en très mauvaise posture et la bataille qui se livrera le lendemain ne sera qu'une formalité. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, vers 20h30, Napoléon décide de réunir ses généraux pour faire le point sur son entrevue, puis vers 22h, il part à cheval avec une escorte pour rejoindre le sud du champ de bataille afin d'entendre les Russes prendre leur position sur le plateau de Pratzen. Sur le retour, dans la pénombre, l'empereur trébuche sur une souche d'arbre et un de ses soldats allume de la paille au bout d'un bâton pour éclairer Napoléon. Les 12 bivouacs et ses 78 000 soldats vont l'imiter, ce qui fera croire à l'armée austro-russe qu'ils sont en train d'incendier leur campement pour préparer leur fuite. L'armée ennemie attaque au petit matin, faisant fi de la brume qui recouvre le champ de bataille et qui limite la vision. Galvanisé par l'idée de faire qu'une bouchée de l'armée française, il s'avance imprudemment et se retrouve coupé en deux. L'armée de Napoléon était bien plus efficace qu'elle ne l'a laissé paraître et son génie militaire va permettre des manœuvres audacieuses qui mettront en déroute l'armée ennemie. On compte environ 1500 pertes pour l'armée française, pour environ 15 000 côté austro-russe ainsi que 12 000 prisonniers. Quelle meilleure manière pour Napoléon de fêter sa première année de couronnement jour pour jour. Le lendemain, à l'aube, Napoléon s'adresse à ses troupes. « Soldats, je suis content de vous, je vous ramènerai en France. Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave ». Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode.
Et vous, quelle ruse avez-vous préférée ? Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres ruses militaires, et qui sait, peut-être qu'elles figureront dans un second épisode sur le sujet. Et si vous découvrez la chaîne avec cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé dès qu'il y aura un nouvel épisode. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux, notamment sur Instagram avec un petit shot quotidien d'histoire avec HistoDaily où je vous raconte de nombreuses anecdotes historiques. Mais aussi l'HistoQuiz tous les dimanches qui vous permet de tester vos connaissances historiques sur des sujets variés. Vous êtes tous les jours plus nombreux à suivre la chaîne et pour cela je vous en remercie. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez découvert de nombreuses anecdotes. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne Itinerantis, Voyage dans l'Histoire.